Merci de prendre place. Bonjour à toutes et à tous, chers consoeurs, chers confrères. Je reviens à l'activité après quelques jours d'absence. Je suis heureux de vous saluer et de saluer notre conférencier que nous entendrons tout à l'heure. Avant de lire le procès-verbal, je voudrais simplement dire un mot pour précisément saluer Fabrice Balanche, qui est une personnalité connue et reconnue, qui est un grand spécialiste, ou le spécialiste peut-être, de la question syrienne, qui est reconnu en France et dans le monde, qui a des contacts avec de nombreux centres de recherche et de réflexion, qui a publié précisément il y a peu de temps un livre sur ce sujet, qui s'appelle « Les leçons de la crise syrienne ». Il est paru en mars 2024. Il va l'actualiser tout à l'heure parce que l'actualité a besoin aussi d'être suivie de plus près. Il se passe des choses, vous le savez, qui ne sont pas encore dans le livre, même s'il a dû les préfigurer. Donc nous allons d'abord entendre le procès-verbal rituel par la voix de notre secrétaire perpétuel. Merci, Monsieur le Président. Compte rendu de la séance numéro 17 du 29 novembre 2024. Les États-Unis et l'Afrique dans le système multilatéral sous la présidence de Madame Christine Dessouche. Le déroulé de la séance a été le suivant. Introduction par Madame Christine Dessouche, vice-présidente de la Somme. Lecture du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2024 par Dominique Barjot, secrétaire perpétuel de la Somme. Hommage à Titinga Frédéric Passéré par Marc Ecardy de Saint-Paul, membre titulaire de la 5e section et président de celle-ci. Séance, les États-Unis et l'Afrique dans le système multilatéral, présenté par François David, professeur à l'Université du Littoral, Côte d'Opale. Il a abordé les dynamiques multilatérales entre les États-Unis et l'Afrique et mis en lumière les évolutions historiques et les enjeux contemporains de cette relation. On suivit des échanges avec la salle. La séance a été levée à 17h. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Le programme prévoit la présentation de la séance. En fait, je l'ai déjà présentée. Et puisqu'elle est simple, nous allons entendre le conférencier. Ensuite, nous pourrons avoir des échanges avec lui. Ensuite, nous nous séparerons en amitié. Vous avez la parole, Monsieur le... Merci, Monsieur le Président. Monsieur Balanche. Mesdames et Messieurs, tous en vos grades et qualités. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la crise syrienne. Le conflit syrien donc s'est brutalement dégelé après 4 ans de sommeil. La dernière grande offensive date de mars 2020, lorsque l'armée syrienne avait tenté d'éradiquer Hayat Tahrir al-Sham, donc le groupe djihadiste qui aujourd'hui a lancé cette offensive fulgurante sur Alep, sur Hama et Homs également. Peut-être Homs va-t-elle tomber. Ils avaient donc tenté de l'éradiquer d'Idlib, mais la Turquie s'y était opposée.
s'y était opposée. Bon, on va revenir dessus parce que c'est elle le protecteur en fait de ce groupe et c'est elle qui est à la manœuvre de cette offensive fulgurante. Depuis 2020, nous étions donc dans un conflit gelé en trompe-l'œil, comme je l'avais expliqué dans un article de politique étrangère, la revue de l'IFRI en 2022. Alors on va revenir évidemment sur cette actualité brûlante, la chute d'Alep, de Hama, la bataille qui se prépare à Homs. Et je dois vous avouer que si Homs tombe entre les mains des djihadistes, le régime est fini. Il ne pourra pas défendre Damas, à mon avis. Surtout que le sud vient de se soulever, la région de Daraa vient de se soulever, et visiblement les Russes et les Iraniens n'envoient pas le secours escompté, peut-être juste-t-il qu'il est trop tard. Alors avant de rentrer dans le détail de la crise syrienne, évidemment, il nous faut comprendre les enjeux internationaux autour de la Syrie, c'est-à-dire l'affrontement entre l'Occident et l'axe eurasiatique, la quête d'autonomie stratégique de la Turquie, qui est à l'initiative de la rupture de ce statu quo entre la Russie, l'Iran et elle-même, puisque depuis les accords d'Astana, ils avaient l'habitude finalement de gérer la crise syrienne, les États-Unis étant présents, mais plutôt en marge, plutôt dans une position défensive. Il faut comprendre que le conflit syrien, dès le départ, a largement échappé aux Syriens au profit d'acteurs extérieurs, les puissances régionales, les puissances internationales. C'est devenu l'épicentre de l'arc de crise, avant que l'Ukraine ne prenne sa place, mais la crise syrienne reste un des centres de cet axe de crise. Cependant, les dynamiques locales, évidemment, ne doivent pas être négligées. C'est bien souvent parce qu'on pense qu'il suffit d'appuyer sur des boutons à Paris, New York ou Moscou, sans connaissance réelle du terrain, bien qu'on se trompe. Et c'est pour ça notamment qu'en 2011-2012, en Occident, on a cru que le régime syrien allait s'effondrer en quelques semaines, faute d'analyse, faute de compréhension justement des structures sociales du communautarisme et du tribalisme qui régnait en Syrie. Et paradoxalement, ces derniers mois, on pensait que le régime syrien était solide et qu'il allait rester en place. Il était réhabilité par les Saoudiens. Certains pays européens comme l'Italie, la Grèce ont fait comment dire, ils ont envoyé des messages de sympathie pour renouer avec lui. Et voilà, c'est justement au moment où on croyait qu'il était de nouveau renforcé, eh bien qu'il menace de s'écrouler. Alors, avant toute chose, faut que je vous prévienne que je me place dans une démarche de géopolitique réaliste, conformément à la philosophie de Spinoza, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Donc, je me méfie des émotions, je me méfie aussi de toute idéologie qui peuvent troubler le jugement. Alors, mes propos peuvent paraître évidemment dénués d'humanité pour certains, mais c'est parce que justement la réalité, elle est bien souvent dénuée d'humanité. Ça ne reflète pas évidemment mes sentiments propres, mes émotions propres. J'ai essayé d'avoir un regard réaliste sur ce qui se produit. J'essaie de comprendre. C'est pas parce que je comprends les acteurs que j'épouse leur point de vue. Je tiens à le préciser parce qu'on m'a fait souvent des procès d'intention à ce sujet. Alors tout d'abord, la Syrie aujourd'hui. Une carte mise à jour de la Syrie, alors hier soir, j'en ai fait une plus mise à jour ce matin, mais j'ai pas eu le temps de l'insérer dans le PowerPoint. Enfin, l'essentiel y est. Vous avez donc en jaune sur cette carte la zone contrôlée par le régime de Damas, la capitale, la région côtière. Alors cette grosse tache ici, évidemment, c'est la steppe, elle est sous-peuplée, c'est le désert. Donc on a l'impression que le régime contrôle les 2/3 du territoire. Oui, c'est vrai, mais enfin, on a quand même toute cette zone qui est désertique. C'est toujours le problème de la représentation cartographique dans les espaces désertiques. Avant l'offensive de Hayat al-Sham, il contrôlait à peu près 12 millions d'habitants sur 19 millions qui restent en Syrie, puis on a 8 millions de Syriens qui sont à l'étranger. Et
l'essentiel évidemment des grandes villes, sauf que là, ayant perdu Alep, Hama, peut-être Homs, il est en train de rétrécir comme peau de chagrin. L'autre acteur, en bleu ici, ce sont les forces démocratiques syriennes, dont la colonne vertébrale c'est le YPG, c'est-à-dire l'avatar syrien du PKK, donc les Kurdes, qui sont soutenus par les Américains, qui ont encore des bases dans cette zone. J'y étais la semaine dernière d'ailleurs pour une mission de recherche. Et donc là, on a à peu près 2 500 000, 3 millions de personnes maintenant avec les réfugiés sur ce territoire. Et on le verra, le problème c'est que vous n'avez qu'un tiers de la population qui est kurde, les 2 tiers étant arabes. Donc pour la constitution d'un État kurde dans cette région, déjà que les Turcs n'en veulent pas et que les ressources sont assez limitées, le fait que les Kurdes soient en minorité, c'est quand même un problème. On n'est pas dans la même configuration que le Kurdistan d'Irak par exemple. Vous avez en vert ici 2 zones disjointes, c'est la zone occupée directement par la Turquie, contrôlée par ce qu'ils appellent l'armée nationale syrienne. En fait, l'armée nationale syrienne, c'est les Turcs qui l'ont constituée, et elle regroupe finalement les anciens éléments de l'armée libre syrienne, des groupes rebelles dont on a entendu parler pendant la guerre civile, Soukour al-Sham, Ahrar al-Sham, Sultan Mourad, la brigade turkmène. C'est pas vraiment une armée, hein. Il n'y a pas de chaîne de commandement, ils sont en conflit les uns les autres, la Turquie paye pas les salaires, donc ils se payent sur l'habitant, enfin, c'est pas comment dire, une zone très stable. Et puis, eh bien, ici, on avait comment dire, la zone tenue par, est-ce que j'ai la deuxième carte? Non. La région d'Idleb, donc tenue par Hayat Tahrir al-Sham avant qu'il ose son offensive, c'était à peu près 3000 km², protégée par l'armée turque, à peu près 10 000 hommes qui protégeaient, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Hayat Tahrir al-Sham de l'éradication par le régime syrien, les Iraniens et la Russie. À un moment donné, ça ressemblait pas mal à la bande de Gaza, c'est-à-dire un groupe terroriste, Hayat Tahrir al-Sham, qui contrôle une population civile qui est nourrie par l'aide internationale, puisque toute la nourriture arrive de Turquie, c'est le programme alimentaire mondial, c'est l'UNHCR, c'est OCHA, c'est toutes les institutions internationales qui nourrissent cette population composée aux 2 tiers de déplacés internes qui ont fui Damas, Homs, Alep, les bombardements du régime au cours de la guerre civile. Et dans ce réduit, donc, Hayat Tahrir al-Sham, groupe djihadiste, hein, il faut quand même dire les mots, c'est le successeur du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. En 2016, ils ont divorcé à l'amiable avec Al-Qaïda, parce qu'à l'époque, Abu Muhammad al-Jolani, le chef de Hayat Tahrir al-Sham, avait besoin de soutien occidental, de soutien des pays arabes, de la Turquie, pour empêcher Alep de tomber entre les mains du régime. Les Russes venaient d'intervenir, donc la bataille d'Alep était déclenchée. Et le fait d'être une franchise Al-Qaïda, bon, ça limitait quand même le soutien des bailleurs de fonds, d'autant plus qu'à l'époque, les Américains avaient créé la coalition anti-État islamique, et il n'était plus question de pactiser, même de loin, avec les djihadistes. Donc cette rupture avec Al-Qaïda, qu'on nous présente aujourd'hui comme le symbole de la modération de ce groupe, c'était juste une rupture tactique. Et Ayman al-Zawahiri, dans la réponse à la demande de Jolani, l'a bien compris en lui disant « Si vous estimez que pour des raisons tactiques, il faut vous éloigner de nous, je n'y vois aucun inconvénient. » Parce que idéologiquement, il reste dans l'idéologie d'Al-Qaïda. D'ailleurs, les meilleurs alliés de Hayat Tahrir al-Sham, c'est 2 groupes qui sont, eux, toujours officiellement membres d'Al-Qaïda, Huras ad-Din, les gardiens de la religion, et les Ouïghours du parti islamique du Turkestan, spécialisés dans l'attentat suicide d'enfants et d'adolescents. Parce qu'on se méfie moins quand ils arrivent sur les lignes de front. Donc, et d'ailleurs, ce sont eux qui ont permis d'emporter Alep, puisqu'ils ont envoyé 2 camions suicides se faire exploser sur les défenses de l'armée syrienne. Ils ont ouvert une brèche et puis ensuite ils ont pu se répandre dans la ville très facilement. Ça a été la panique dans l'armée syrienne et ils ont pu prendre la ville en 24 heures. Voilà un petit peu pour le portrait
de la Syrie aujourd'hui. Alors il reste ici un petit endroit, c'est dans le désert, il y a une base américaine à Tanef, quelques dizaines de milliers de Syriens qui sont autour, et qui peut jouer une importance stratégique si d'aventure les Kurdes, forces démocratiques syriennes, appuyées par les Américains, décident de faire la jonction avec At-Tanef pour couper ce territoire, pour reprendre ce territoire, Al-Boukamal, qui est la porte d'entrée en fait des Iraniens en Syrie, par laquelle rentre tout l'armement qui est destiné au Hezbollah libanais. La société syrienne, il faut bien comprendre, et ça j'en parle abondamment dans mon livre, si on veut la comprendre, il faut avoir cette carte sous les yeux, la distribution communautaire de la Syrie. Le régime syrien, c'est un régime communautaire, c'est un régime alawite, les alaouites c'est 10% de la population, on les classe dans le chiisme, mais ils sont finalement... les classer dans le chiisme, c'est un petit peu abusé parce qu'ils croient à la réincarnation. Donc, des musulmans qui croient à l'incarnation, même chiites, c'est quand même difficile de les classer dans le chiisme. Enfin, le fait est qu'ils sont 10% de la population, qu'ils ont toujours été persécutés par l'islam sunnite qui est dominant en Syrie, puisque les 2/3 de la population, ce sont des arabes sunnites. Les Kurdes, avant la guerre, représentaient 10 à 15% de la population. Et les minorités, donc les alaouites 10%, les druzes environ 3%, les chrétiens 5%, ismaéliens 1%, chiites 1%, c'est à peu près la répartition. Et vous avez donc la distribution de ces populations avant la guerre, je précise, en Syrie, parce que par exemple ici les Assyriens du Haut-Rabour, autour de Tel Tamer, ils n'existent plus. En 2015, Daesh a pris ces villages d'assaut et toute la population est partie en Australie, en Suède ou ailleurs. Les communautés chrétiennes de Djezireh ont pareil bien fondu également. Les communautés chiites aussi dans la région d'Idleb ont disparu lorsque évidemment Hayat Tahrir al-Sham s'est installé dans la région puisqu'ils les ont persécutés. Ils n'ont gardé que le petit village ici de Yacoubieh où il y a quelques dizaines de chrétiens, des personnes âgées qui n'ont pas voulu quitter leur domicile, et Al-Jolani, le chef de Hayat Tahrir al-Sham, fait bien attention à eux pour montrer à l'Occident, aux étrangers, qu'ils traitent bien les chrétiens, mais enfin... la grosse communauté, elle est à Idlib, et eux, ils sont tous partis. Les Alaouites, ils ont un fief ici, c'est la région côtière, le Djebel Alaouite. C'est là que j'ai fait ma thèse, déjà il y a plus de 30 ans. Je suis arrivé en Syrie en 1990, et pour faire une maîtrise sur la mutation agricole de la côte syrienne. À l'époque, j'étais étudiant à Besançon, et je m'intéressais beaucoup à toutes ces questions. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que si on appliquait les concepts occidentaux, ce que j'avais appris à l'université sur le Moyen-Orient, on comprenait absolument rien et qu'il fallait utiliser d'autres outils que les outils de la géographie spatiale de Roger Brunet pour arriver à comprendre ce qui se passait réellement en Syrie. Et en me promenant, j'ai quand même première année passé 1 an en Syrie. En me prenant, j'ai bien vu qu'il y avait certaines différences entre les alaouites, les sunnites, les chrétiens, les différentes tribus, les différents clans alaouites, etc. Et après, je me suis lancé dans une thèse, ça devait être l'intégration de la région côtière dans l'espace syrien, et à la fin, c'est devenu la région alaouite et le pouvoir syrien. Parce que le véritable moteur de l'intégration de cette région dans l'espace syrien, c'était pas la façade maritime, c'était le fait que Hafez el-Assad se servait de la communauté alaouite comme garde prétorienne pour contrôler le régime, pour contrôler l'ensemble du territoire. Et en échange, évidemment, il redistribuait la rente étatique à la population alaouite en créant des usines, en créant des administrations surnuméraires pour embaucher les alaouites. Mais évidemment, la carrière des armes ils étaient fortement encouragés à plutôt choisir la carrière des armes. Donc c'est tout ça que j'ai expliqué dans ma thèse qui a été publiée en 2006, la région alaouite et le pouvoir syrien. Bon, j'avais fini ma thèse en 2000, et en 2000 la conclusion de ma thèse c'était la Syrie, Hafez el-Assad venait de mourir en 2000 quand j'ai terminé ma thèse. Et ma conclusion était que la Syrie est dans la situation de la Yougoslavie à la mort de Tito. Dans 10 ans, elle peut encore avoir 10 ans devant elle, le système peut continuer à fonctionner comme ça par inertie, mais vu les courbes démographiques, vu le processus économique, enfin, etc., vu la croissance démographique galopante,
j'y donnais 10 ans avant que ça s'écroule. Donc, à un an près, j'avais à peu près prévu voilà, ce qui allait se passer en 2011. Donc voilà, il faut vraiment avoir une lecture communautaire si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un soulèvement des sunnites contre le régime alawite. Toutes les zones sunnites se soulèvent, alors sauf évidemment les classes supérieures de Damas, la bourgeoisie est assez peu encline en général à prendre les armes, mais ce sont les sunnites qui se soulèvent. Vous ne trouverez pas dans la coalition qui a pris Alep, Homs, Hama, des Ismaéliens, des chrétiens ou des Alaouites. Non, vous ne trouverez que des sunnites et des sunnites pauvres, des Arabes sunnites pauvres quand même. Les Kurdes ayant leur propre stratégie dans le nord-est. Et les unités d'élite syriennes, de l'armée syrienne, sont composées par des Alaouites à 100%. C'est les seuls qui sont fidèles, qui sont loyaux au régime. Or, ce pilier alawite a été saigné à blanc par la guerre civile. Vous avez un tiers des hommes qui sont morts pendant cette guerre. D'autres qui sont blessés, d'autres qui sont cachés parce qu'ils ne veulent pas aller à l'abattoir. Et Assad ne tenait ces dernières années que grâce aux 50 000 miliciens chiites, au Hezbollah, que l'Iran lui fournissait pour contrôler le territoire. Or, depuis un an, avec les bombardements israéliens, destruction des infrastructures de l'Iran en Syrie, les chiites sont rentrés en Irak, le Hezbollah est rentré au Liban pour faire face à l'offensive israélienne, et le roi s'est retrouvé nu. La défense d'Alep était assurée par le Hezbollah. Le Hezbollah s'est retiré, et ça a été extrêmement facile pour les rebelles, finalement, de percer les défenses d'une armée clochardisée, qui ne veut pas se battre pour $15 par mois. Les sunnites n'ont pas envie de se battre contre d'autres sunnites, et les alaouites, ils ne vont pas se battre pour une ville sunnite dans laquelle ils sont étrangers. Ils veulent bien se battre pour leur village, pour leur quartier, voilà, parce que là, dans le cadre d'une lutte existentielle, mais aller mourir à Deir ez-Zor ou à Alep, il n'en est pas question. Et c'est pour ça que Alep et Hama sont tombés aussi facilement. À Homs, ça peut résister davantage, parce que comme vous le voyez, à Homs, on a une région qui est un peu plus mixte, avec des zones alaouites, des zones chiites. On est proche aussi de la montagne alaouite. Donc, là, la population n'est pas, est hostile aux djihadistes, très hostile aux djihadistes. Mais là aussi, ils ont été touchés par la guerre, les forces vives ont disparu, et je ne suis pas sûr qu'ils aient assez justement de combattants pour pouvoir les bloquer à Homs. Il faudrait là que les Russes envoient davantage d'avions pour bloquer l'offensive, et puis surtout que les miliciens chiites irakiens viennent en Syrie. Mais l'autre problème, c'est que ici vous avez Daesh qui s'est emparé de l'oasis de Sournay ce matin, qui a coupé Palmyre, coupé les communications autour de Palmyre, et qui risque de s'emparer de Palmyre, ce qui complique évidemment le passage pour les miliciens chiites qui pourraient arriver par voie terrestre, parce que par voie aérienne, les Israéliens peuvent bombarder l'aéroport de Damas. Ils ont déjà bombardé le poste frontière ce matin de Qusr, par lesquels 2000 hommes du Hezbollah sont arrivés pour essayer de protéger Homs. Donc ça peut être aussi compliqué pour l'Irak, pour les miliciens chiites irakiens d'arriver en Syrie, en tout cas d'arriver en retard. La Syrie fait partie de ce que j'appelle un espace géopolitique tampon. Liban, Syrie, Irak, c'est un espace géopolitique tampon où s'affrontent les différentes puissances, Turquie, Iran, Israël évidemment aujourd'hui, Russie, États-Unis, non pas directement, mais par des intermédiaires évidemment, les Kurdes pour les Américains, les milices chiites pour les Iraniens, les Turcs, là, leur proxy c'est Hayat Tahrir al-Sham. Enfin bon, voilà, vous avez tous ces gens qui sont manipulés par des puissances extérieures. Dans la région, on a deux autres théâtres, le golfe d'Aden,
La Somalie est partie en morceaux, le Yémen aussi, où là on a une confrontation entre l'Iran qui soutient les Houthis, les Émirats arabes unis qui soutiennent les séparatistes yéménites sunnites de la région d'Aden, les Saoudiens qui soutiennent les autres sunnites, mais qui ne veulent pas du séparatisme du sud, parce qu'ils ne veulent pas que les Émirats arabes unis contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb, parce que l'Arabie saoudite, ouverte sur 2 mers potentiellement fermées, aimerait bien avoir un passage vers l'océan Indien, notamment ici où elle contrôle d'ailleurs le port, pour faire passer ces oléoducs ou ces oléoducs et gazoducs vers des eaux profondes pour éviter évidemment le blocus potentiel d'Ormuz ou de Bab el-Mandeb. Ce qui vous explique aussi aujourd'hui le conflit entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Émirats arabes unis qui soutiennent d'ailleurs le Somaliland et s'opposent à la reconstitution de la Somalie, parce que si vous voulez contrôler le golfe d'Aden, c'est plus intéressant finalement de traiter avec des États fantômes, avec des micro-États qui vous doivent tout, plutôt qu'avec des États, États-nations c'est beaucoup dire, des États-territoires en tout cas, parce que bon, ce ne sont pas des États-nations, ce sont des États-territoires, qui pourraient avoir un peu plus de puissance. Dans la Corne de l'Afrique, vous avez le Somaliland qui est lié aux Émirats arabes unis et Mogadiscio qui est lié au Qatar. Et puis, sans oublier le Caucase, puisque Arménie et Géorgie, on le voit avec les manifestations en Géorgie, on le voit avec la pression qui est mise sur l'Arménie, puisque la Turquie veut faire un axe entre l'Azerbaïdjan et son territoire, en reliant le Nakhitchevan et en annexant finalement le sud de l'Arménie, le Syunik. C'est la prochaine étape, mais pour ça, il faudrait qu'elle ait le feu vert de l'Iran et de la Russie pour pouvoir arriver à ses fins. Il se peut que dans les négociations entre la Turquie, la Russie et l'Iran sur le sort de la Syrie, on ne négocie pas que le territoire syrien, on négocie aussi quelque chose dans le Caucase et quelque chose en Libye, puisque vous savez qu'en Libye, Haftar est en train de prendre l'avantage, puisqu'il arrive à vendre le pétrole libyen, une partie du pétrole libyen en tout cas, via des sociétés écrans biélorusses et russes, et il assèche la banque centrale libyenne, donc il assèche Tripoli, qui aujourd'hui peut tomber comme un fruit mûr, puisque les milices de Tripoli ne sont plus alimentées par cette banque centrale qui normalement recevait les produits de la vente du pétrole aux grandes compagnies étrangères. Donc voilà, ce qui se passe en Syrie, c'est clairement une action de la Turquie, mais le dénouement peut aussi... les négociations sur le sort de la Syrie entre la Troïka d'Astana, Turquie, Russie, Iran, peut aussi intégrer ce qui se passe dans le Caucase et ce qui se passe en Libye. C'est pour ça que c'est compliqué finalement de comprendre les enjeux syriens, parce que là aussi, le marchandage dépasse le seul territoire syrien. Alors, ce qui a changé la donne, qui a mis fin au moment occidental, à l'hégémonie occidentale sur le monde, depuis la chute de l'Union soviétique, c'est la constitution de cet axe eurasiatique, Moscou, Pékin, Téhéran. Moscou-Pékin qui est né justement pendant la guerre en Syrie, les deux acteurs se sont rapprochés, l'Iran voulant construire un axe vers la Méditerranée, la Russie voulant montrer son hard power à travers la crise syrienne et utiliser le levier iranien pour faire pression sur l'Arabie saoudite, le grand régulateur mondial des cours du pétrole, à un moment donné où le pétrole était extrêmement bas, $25 le baril, 2014, et qui menaçait justement l'économie russe de faillite, puisque vous savez que la Russie, 50% de ses exportations c'est le pétrole, 30% c'est le gaz, c'est un véritable état pétrolier, et lorsque les prix du pétrole sont trop faibles, eh bien c'est toute la puissance russe qui s'effondre. Donc on a eu cette convergence d'intérêts entre la Russie et Téhéran, qui va rencontrer évidemment la volonté de puissance chinoise, et cette volonté mondiale de ces pays de prendre leur revanche sur l'Occident. C'est ça, vraiment ce qui motive l'axe eurasiatique, et qui a
contrecarrer voilà, cette domination occidentale qu'on avait acquis depuis la chute de l'Union soviétique, qu'on a eu du mal à admettre, parce que c'est ce qu'on appelle l'aveuglement de la puissance. Quand on est au sommet, on a du mal à voir les challengers, on a du mal à voir ses propres faiblesses. Là aujourd'hui, je pense qu'avec l'invasion russe de l'Ukraine, on l'a sans doute compris, avec l'effet domino sur l'Afrique subsaharienne, puisqu'on est en train de tout perdre côté français, on se rend quand même bien compte que l'axe eurasiatique, c'est pas une vision de l'esprit, c'est quelque chose de bien réel, et qu'ils ont une volonté de puissance, de revanche qui est extrêmement affirmée. Et ça, c'est né en Syrie. C'est l'échec du régime Change en Syrie, ça c'est l'acte fondateur du rapprochement Moscou-Téhéran, et ensuite, avec la Chine, la création de cet axe eurasiatique. C'est pour ça que la crise syrienne, si vous voulez, dans mon bouquin, c'est ce que j'explique, elle dépasse le seul cadre syrien, parce que c'est une remise en cause finalement des relations du système international. Et c'est pour ça que la Syrie, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, on peut dire que c'est des petites guerres tribales, communautaires, etc. Non, ça dépasse là aussi le localisme, parce que la victoire de la Turquie et des djihadistes, la rupture de l'axe iranien, la défaite des Russes en Syrie, évidemment, ça aura des répercussions sur le système international, puisque une défaite de l'axe eurasiatique peut amener certains pays qui commencent à regarder du côté de cet axe à revenir du côté occidental. Alors, la stratégie américaine dans la région, elle n'a pas beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Soutenir Israël, on voit bien toujours aujourd'hui, et conserver les monarchies du Golfe, qui sont des marchés extrêmement importants, puisque lorsque le prix du baril est à 70-80 $, ici on a des excédents commerciaux comparables à ceux de la Chine. Donc pouvoir avoir la main mise toujours sur ces marchés captifs, pour les États-Unis, c'est extrêmement important. Donc quand on dit que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient, c'est pas vrai. Alors à la limite, ils se retirent de cette région où il n'y a rien à gagner si ce n'est des coups à prendre, mais là encore, si les États-Unis se retiraient totalement de Syrie et d'Irak et l'abandonnaient à l'Iran, ensuite, mettre dans cette zone, ils vont chercher à s'étendre et à menacer cette région. Donc il vaut mieux fixer le conflit au Liban, en Syrie, en Irak, plutôt que de le voir s'étendre vers les pétromonarchies du Golfe, où là on a au contraire besoin de paix, de stabilité, pour que ces pays continuent d'acheter occidental, notamment du matériel militaire dont ils n'ont pas grand-chose à faire, mais qui nous permettent de rétablir notre balance commerciale. Donc c'est pour ça que je suis assez sceptique aussi quand on dit qu'ils vont se retirer de cette région. Après, on n'assistera pas à des offensives comme en Irak en 2003, 200 000 hommes pendant 10 ans. Non, c'est le rule by behind. On manipule les gens par derrière. On a des proxys locaux qu'on va utiliser dans la confrontation, mais on ne va surtout pas s'affronter nous-mêmes. Quand j'étais dans le nord-est de la Syrie la semaine dernière, le matin sur la route entre Hamouda et Kamishli, je croise une patrouille américaine, et le soir en revenant, je croise une patrouille russe sur la même route dans le même sens. Voilà. Bon, y a un modus vivendi entre les gens. Résultat de cet affrontement, Est-Ouest, on va dire, pour faire simple, c'est que le Moyen-Orient, qui avant le printemps arabe nous était quasiment acquis, à l'exception de la Syrie et de l'Iran, quoique Syrie, on avait quand même d'assez bons rapports avec elle. Bachar el-Assad est au 14 juillet 2008. Pour la France, la Syrie, c'était un nouveau pays prospère où il fallait investir. Enfin, Air Liquide, Lafarge, tout ça s'y sont installés. Aujourd'hui, on va dire
jusqu'au 7 octobre 2023. Parce que le 7 octobre, ça c'est quand même aussi quelque chose qui va changer les choses, puisque Israël, enfin je vous parlerai après, hein, l'action d'Israël a contribué à ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie. Donc jusqu'au 7 octobre 2023, eh bien, on voit un Occident qui recule. Déjà, on n'a pas réussi à changer le régime en Syrie, donc victoire iranienne et russe. L'axe iranien s'est constitué, les Américains ont évacué l'Irak, et l'Irak c'est une colonie iranienne, hein, j'y vais régulièrement. Je veux dire qu'on est présent chez les Kurdes, à Erbil, même pas à Souleymaniye, parce que Souleymaniye, le sud est en train de verser du côté iranien. En Syrie, bon, on est aussi présent toujours dans le nord-est chez les Kurdes également, hein, donc il faut faire attention à ces populations kurdes qui sont nos derniers soutiens finalement dans la région. Au Yémen, ben, vous avez une base iranienne avec les Houthis, très importante puisque grâce à ça l'Iran peut menacer le détroit de Bab el-Mandeb, hein. Vous avez vu les missiles qui ont été lancés contre différents bateaux, obligeant les bateaux à faire le tour par le cap de Bonne-Espérance. Et puis, à partir du Yémen, on peut aussi frapper l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, qui sont des pays extrêmement fragiles. Si vous voulez abattre le Qatar, c'est pas compliqué, il suffit de 2 missiles. 2 missiles que vous envoyez sur les deux stations de dessalement d'eau de mer, et qui sont en même temps les stations électriques des centrales électriques du Qatar. Vous faites ça au mois d'août, quand il fait 50 degrés à l'ombre. Je peux vous dire que les gens qui sont dans les tours en verre, ultra climatisés, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de clim, il n'y a plus d'eau, c'est fini, en 48 heures, il n'y a plus de Qatar. Donc ce sont des pays qui sont extrêmement fragiles, et qui côtoient finalement des pays qui sont en guerre civile, qui sont dans une misère incroyable, qui n'ont rien à perdre, et qui peuvent être facilement manipulés évidemment par un pays comme l'Iran, qui a une certaine capacité de nuisance. Conséquence de ce reflux occidental, de ces échecs occidentaux et de cette manifestation de hard power russe et iranien, eh bien, c'est que des pays comme la Turquie et l'Arabie Saoudite, voyant que les Occidentaux ne les protègent plus assez, pas comme ils le voudraient, bah, ils regardent du côté d'autres protecteurs. Et vous avez l'Arabie Saoudite, par exemple, qui va traiter avec la Russie pour maintenir les prix du pétrole à un niveau assez élevé. D'habitude, bah, évidemment, Riyad prenait ses ordres à Washington en ce qui concerne les prix du pétrole. Là, en 2022, quand Joe Biden est venu voir Mohammed Ben Salman pour lui demander de réduire sa production pétrolière, d'augmenter sa production pétrolière pour que les prix du pétrole diminuent, parce qu'avec l'embargo sur le pétrole russe, on commençait à avoir une crise, eh bien, il a dit non. Et au contraire, ils ont réduit par la suite leur production pétrolière pour maintenir les cours à 70-80 dollars le baril, conformément aux accords qu'ils ont avec l'OPEP+, hein, dirigé par la Russie. Quant à la Turquie, elle aussi, à partir de 2016, va basculer, bon, pas totalement basculer, mais va aller du côté de la Russie et de l'Iran, parce que, d'une part, nous soutenons en Syrie les Kurdes, et pour la Turquie, il n'est pas question d'avoir un État kurde dans le nord-est de la Syrie, donc à partir de 2016, la conférence de Saint-Pétersbourg entre Poutine et Erdogan, elle va collaborer avec la Russie en Syrie, et c'est ce qui va permettre la victoire du régime de la Russie et de l'Iran en Syrie. Là, en revanche, il y a une rupture de cet accord qui est manifeste. Peut-être qu'Erdogan a été trop loin, enfin on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais on a une Turquie donc qui s'est éloignée de l'Occident, même si elle est membre de l'OTAN. Et pour récupérer ses alliés, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il faut montrer sa force, il faut montrer son hard power. Sinon, ils iront vers celui qui fait le plus peur, hein, parce que il faut bien comprendre que dans le monde, on ne suit pas forcément celui qui a la plus juste cause, mais celui qui fait le plus peur. Hein. C'est valable aussi quand on veut vaincre une insurrection. Jusqu'à présent, le grand vainqueur donc, dans ce grand Moyen-Orient,
c'était l'Iran. C'était l'Iran qui avait donc réussi à constituer cet axe iranien, qu'on peut appeler aussi le croissant chiite, parce que il y a une stratégie démographique là derrière, de chiitisation de la région. Alors, en Irak, c'est assez simple parce que la majorité de la population est chiite, de Samara jusqu'à Bassora, voilà, vous avez 60% de chiites en Irak. Au nord, ici, on est arabe sunnite, et puis là, on est kurde, sunnite, mais kurde avant d'être sunnite. Le Kurdistan d'Irak a un statut d'autonomie, mais entre le PDK de la famille Barzani et l'UPK de la famille Talabani, ça va pas fort. Tout le monde voudrait bien être maître de l'ensemble kurde. Alors il y a un modus vivendi, c'est que c'est l'UPK qui domine Souleymaniye, alors que le PDK domine Erbil et le nord. Il y a beau avoir des élections, les décisions se prennent au bureau politique de l'UPK, au bureau politique du PDK, et ensuite on négocie. Mais l'UPK est un peu jaloux du développement économique d'Irbil. Il faut dire qu'ici il y a du pétrole, là il y en a beaucoup moins, donc il y a une différence de développement. Et on a vu l'UPK qui aujourd'hui négocie avec les Iraniens et avec Bagdad, alors que le PDK, lui, s'appuie sur les États-Unis et s'appuie sur la Turquie. Au Liban, bon, population chiite, à peu près un tiers de la population. Le Hezbollah, qui constitue un État dans l'État. Là aussi, les Iraniens ont peuvent contrôler le pays. La Syrie, c'est plus compliqué. Parce que la population, comme je vous le disais, elle est sunnite. Et vous avez les Alaouites 10%, 1% de chiites. Et par conséquent, bon, le régime d'Assad, alaouite évidemment, il est pro-iranien depuis les années 80, et il doit son salut finalement au soutien de l'Iran pendant la guerre civile. Mais comment tenir un territoire sunnite où on déteste les chiites, où on déteste les Iraniens? C'est toute la problématique que vous avez aujourd'hui, avec un soulèvement général finalement de la population sunnite contre le régime et contre l'Iran. Et c'est peut-être pour ça que l'Iran n'envoie pas rapidement des forces pour soutenir Assad, parce que peut-être se rendent-ils compte que finalement c'est perdu. Pour contrôler le pays, il faudrait utiliser la même violence qu'ils ont utilisée au cours des 10 années de guerre civile, raser la moitié d'Alep, raser la moitié de Homs. Donc là, ça voudrait dire raser Alep, raser Hama, raser Idlib, pousser 5-6 millions de sunnites, voire se débarrasser de tous les sunnites qui traînent en Syrie, mais pour les envoyer où? En Turquie? Elle n'en veut pas, il y a un mur. Donc c'est compliqué. Ils n'ont pas réussi à changer la démographie comme ils le voulaient. Ils ont quand même réussi à expulser 7 millions de sunnites de Syrie, mais la population est quand même en tour majoritairement sunnite. Donc l'Iran ne peut se maintenir finalement que dans les zones où la population lui est favorable, que dans les zones où la population est chiite. Sans quoi, la mobilisation de la cause palestinienne pour dépasser l'enfermement chiite, l'enfermement perse, finalement ça ne fonctionne qu'un temps. Le communautarisme est tel qu'il dépasse, si vous voulez, les mobilisations politiques traditionnelles. Et surtout en période de guerre, où en période de paix, bon, le politique peut fonctionner à une certaine mesure, mais on apprend qu'en sociologie, le politique, finalement, au Moyen-Orient, ce sont des liens faibles. Les liens forts, ce sont les liens primaires. C'est votre famille, c'est votre clan, c'est votre communauté qui va vous protéger en cas de guerre civile. C'est pas votre appartenance politique. Au Liban, que vous soyez chrétien ou musulman, comment dire, que si vous étiez chrétien communiste au Liban et que vous tombiez sur un barrage palestinien, vous aviez beau être communiste et plutôt, progressiste, et donc dans le camp palestinien, c'est parce que vous étiez chrétien que vous allez vous prendre une balle dans la tête. Et votre appartenance au Parti communiste n'allait pas vous sauver. Donc, et ça, je le tiens de la bouche de Georges Hawi. Georges Hawi, c'était l'ancien président du Parti communiste libanais, chrétien lui-même, et qui avait fait une interview sur Al Jazeera qui était absolument fabuleuse, où il avait, il est mort assassiné, Georges Hawi, où il avait assez de recul pour être franc et revenir justement sur la guerre civile libanaise et expliquer que des frères d'armes à Beyrouth, chrétiens, druzes,
qui avaient lutté contre les Israéliens, une fois qu'ils étaient retournés dans la montagne, dans le Chouf, eh bien, ils s'étaient entretués, parce que là, il n'y avait plus l'ennemi israélien pour les fédérer, et les oppositions primaires étaient revenues à la surface. Donc cet axe iranien, il a son maillon faible, c'est la Syrie. C'est très clair. Et cette Syrie, par laquelle transitent les armes vers le Hezbollah, cette Syrie où les Iraniens règnent en maître, parce que Bachar el-Assad, ce n'était qu'une marionnette ces dernières années, cette Syrie où on peut installer des missiles qui visent Israël, d'autant plus que l'utopie mobilisatrice de l'axe iranien, c'est la destruction d'Israël. Alors, est-ce qu'ils le veulent vraiment? Point d'interrogation. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, pour mobiliser la rue arabe, pour mobiliser la rue sunnite. Et les Israéliens, évidemment, quand ils entendent ça, ce qui est important, c'est qu'eux, ils sont persuadés que les Iraniens veulent leur peau. Et comme me disait un ami israélien, je travaillais au Washington Institute à Washington pendant 2 ans, et on avait des fellows qui étaient avec nous, qui étaient des militaires israéliens. Et moi, il m'avait dit un jour, je dis, mais tu penses vraiment que l'Iran veut te détruire, enfin veut détruire Israël, enfin quel intérêt? Il dit, enfin oui, moi, j'ai 2 grands-parents qui sont morts à Auschwitz. Une grande partie de ma famille a disparu durant la Shoah. Nous ne laisserons jamais à qui que ce soit une 2e chance de vouloir nous détruire. Donc, et c'est cet esprit, vous l'avez au sein, évidemment, de l'appareil militaire israélien, de beaucoup de politiques israéliens. Et alors, est-ce que l'Iran veut vraiment détruire Israël? Ça, on peut en débattre pendant longtemps. Mais en tout cas, c'est cette perception-là qu'ont les acteurs israéliens, et donc ils vont agir en fonction de la perception qu'ils ont de la menace iranienne. Et quelque chose qui a aussi beaucoup changé la donne ces temps derniers, ce sont les 2 salves de missiles que les Iraniens ont envoyés sur Israël, parce que là, les Israéliens ont compris que l'Iran, que le dôme de fer n'arriverait pas à les protéger indéfiniment, et que l'Iran était monté en gamme en termes de capacité de destruction. Donc, il y a 2 solutions. Soit il frappe directement l'Iran, ses capacités nucléaires, ses terminaux pétroliers pour les toucher au portefeuille et provoquer une crise en Iran. Il faut l'appui des Américains, c'est un peu loin, c'est risqué, c'est un gros morceau. Est-ce que Trump va les soutenir? Trump est très pro-israélien, mais enfin de là à déclencher une guerre contre l'Iran, c'est quand même important. L'autre solution, déstabiliser la Syrie, couper l'axe iranien, éloigner le Hezbollah va réduire lui-même. On peut imaginer aussi que le Hezbollah s'affaiblissant au Liban, tout comme le régime syrien s'affaiblissant en Syrie, eh bien, les sunnites, les forces libanaises et autres qui subissent le Hezbollah depuis des décennies ont peut-être aussi envie de relever la tête et d'aller attaquer le Hezbollah. Ça veut dire un retour de la guerre civile au Liban. Hein, en tout cas, à partir du moment où cet ensemble se retrouve déstabilisé, pris dans des guerres tribales communautaires, eh bien, les Israéliens seront tranquilles. Alors peut-être à court terme, à moyen terme, parce que avoir des djihadistes au pouvoir à Damas, c'est peut-être pas une solution très sûre pour Israël, mais dans l'ordre des priorités, il est préférable d'avoir des djihadistes au pouvoir à Damas qui ont des kalachnikovs et des roquettes, plutôt que d'avoir à ses portes un Iran qui a des missiles balistiques et potentiellement des têtes nucléaires. C'est comme ça qu'il faut évaluer les menaces. Alors, je ne dis pas qu'Israël est derrière l'offensive de Hayat Tahrir al-Sham aujourd'hui. Je dis seulement que, en réduisant les capacités militaires de l'Iran en Syrie et au Liban, en les affaiblissant, eh bien, ils ont permis à Hayat Tahrir al-Sham, à la Turquie, de lancer cette offensive. Alors après, qu'est-ce qui s'est tramé derrière? Ça, je ne veux pas faire de spéculation parce que je n'en sais rien et il faut éviter de tomber dans le complotisme. Mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On se souvient que pendant la guerre civile libanaise, lorsque les Israéliens sont allés jusqu'à Beyrouth pour en chasser l'OLP en 82-83, ils avaient occupé aussi la montagne au nord de Beyrouth, le Chouf, enfin l'est de Beyrouth, le Chouf, région chrétienne et druze.
et que lorsqu'ils se sont retirés, ça a été la guerre entre les chrétiens et les Druzes. Les forces libanaises par rapport aux Druzes de Jumblat, ça s'est terminé par l'expulsion des chrétiens du Chouf, et ça a relancé une guerre libanaise, les guerres civiles libanaises, de façon absolument terrible. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets au Moyen-Orient, et je pense que Netanyahou savait très bien les conséquences de ces frappes sur la Syrie et de son offensive au Liban, sans avoir besoin de financer directement des proxys. Il y avait là les dynamiques pour pouvoir relancer la guerre et couper l'axe iranien. Donc, comme je vous le disais, revenons un petit peu sur ce groupe, Hayat Tahrir al-Sham, qui est parti d'Idlib, qui s'ennuyait dans cette région d'Idlib et qui a décidé de passer à l'offensive avec l'appui de la Turquie et profitant donc de la faiblesse du régime et la faiblesse de la Russie. Donc voilà, ça c'était la zone qu'ils occupaient jusqu'à la semaine dernière, et voilà la zone qu'ils occupent aujourd'hui. Hein, vous voyez, en une semaine, ils ont quasiment quintuplé leur territoire, pris 2 villes majeures, et ils menacent directement le régime syrien. J'avais fait un papier pour le Washington Institute il y a quelques années, justement, où j'expliquais que c'était sans doute la prochaine bande de Gaza, qu'ils allaient se retrouver complètement coincés au pied du mur turc. Et comme ils avaient le dos au mur, ils risquaient justement, ils n'ont plus rien à perdre, hein, donc de passer à l'assaut. Parce que donc voilà le chef de Hayat al-Sham, al-Jolani, qui, pour séduire les Occidentaux, s'habille comme eux, hein, il reçoit les journalistes, les chercheurs, il montre bonne figure. Bon, sa vraie figure, c'est celle-là, hein, il ne faut pas se tromper. Mais il sait très bien donner l'illusion dans des conseillers turcs, qataris, qui lui expliquent comment faire. Mais voilà, la plupart des gens à Idlib, ils vivent dans ces conditions-là. Hein. Là, vous avez le mur turc qui les empêche de passer, et puis des baraques de fortune. On vit dans des cloaques. On n'a rien à perdre quand on vit dans des situations pareilles. À 16 ans, on vous donne une poignée de dollars, une Kalachnikov, une pilule de Captagon, et puis vous passez à l'assaut. Ce qui vous explique la force qu'ils peuvent avoir dans cette offensive. C'est des gens qui, en 2020, sont allés au Karabakh, qui ont été embauchés par la Turquie, envoyés en Azerbaïdjan, pour prendre le Karabakh. J'ai fait un article dans le livre noir du Karabakh à ce sujet. On leur avait promis 2000 $ par mois, un passeport russe ou turc, et puis ils seraient juste occupés à garder les dépôts à l'arrière, etc. Enfin, quand ils sont arrivés, c'était 500 $ par mois, une Kalachnikov et en première ligne. Il y a 2000 qui sont partis. Je crois qu'il y a eu plus de 500 morts. Ça a été l'hécatombe. 25% de pertes, alors que l'armée azerbaïdjanaise a eu très très peu de pertes, parce que évidemment, ils avaient mis les bachibouzouk en première ligne. Donc c'est des gens qui n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas peur de mourir. De toute façon, vu dans les conditions dans lesquelles ils vivent, ils partent à l'assaut. Autre groupe, autre région. Donc, oui, où est-ce que j'en étais ? Oui, donc le régime est en train de réduire sous les coups de ce groupe, et puis le régime est aussi en train de perdre l'est de la Syrie au profit des forces démocratiques syriennes, des Kurdes, qui, poussés par les Américains, ont commencé à passer à l'assaut vers Ederzer et dans cette région. Et puis l'objectif, ça serait peut-être de couper justement la route iranienne. Cela dit, les Kurdes sont un peu hésitants, parce que en 2015-2017, ils ont été à l'avant-garde contre Daesh, ils ont pris Raqqa, ils ont lutté contre l'État islamique, ils ont eu 11 000 morts. On leur avait promis plus ou moins un État indépendant, et puis une fois que Daesh a été privé de sa capacité de nuisance, on leur a expliqué que non, c'était plus possible. Et le pire, ça a été qu'en 2019, les troupes américaines se sont retirées de cette région, à la frontière turque, laissant les Turcs les attaquer
Et ça a été le retrait américain, le retrait français aussi vers l'Irak. Et là, les Kurdes, évidemment, se sont sentis trahis par les Occidentaux. J'étais en Syrie à l'époque, hein, j'ai vu les troupes américaines partir, j'ai vu les djihadistes arriver, Daesh sortir du bois. À Kamishli, on a eu 2 attentats à la voiture piégée dans le même après-midi. Enfin, le système était en train de s'écrouler. Et heureusement que finalement les Américains, Trump s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise, donc il a maintenu ses troupes quand même dans l'Est. Les Russes ont négocié avec les Turcs, les Américains aussi ont négocié avec les Turcs, et ça s'est calmé. Mais ça, les Kurdes ne l'ont pas oublié, cette trahison. Et par conséquent, ils sont un peu réticents aujourd'hui à suivre, comment dire, les États-Unis en disant il faut couper la route iranienne. Oui, et ensuite, quelle garantie vous nous donnez? Vous nous assurez d'une protection, vous nous assurez d'un État kurde. Ça fait 5 ans que les Turcs bombardent en permanence la zone frontalière. Là, encore un mois, ils ont détruit la seule station électrique de la région. Ils ont coupé l'eau qui alimente Hasakeh. Il y a 1 million d'habitants qui sont ravitaillés par camion-citerne depuis 5 ans. Les dirigeants kurdes se font assassiner par les drones turcs. Mazloum Kobane, le chef des Kurdes, Ilham Ahmad, les chefs politiques, ils sont obligés d'habiter dans la base américaine de Hasakeh pour éviter de se faire tuer par les Turcs. Donc dans ces conditions-là, si les Américains, si les Occidentaux sont incapables de protéger les Kurdes, comment voulez-vous qu'ils acceptent de travailler pour nous, enfin de nous remplacer sur le terrain? Alors là aussi, hein, si on veut, comment dire, la France redevenir une puissance offensive, je ne parle pas d'une puissance médiatrice, parce que je ne pense pas que la France, c'est pas la Suisse, c'est pas la Norvège, hein. On a des intérêts dans le monde, enfin il nous en reste. Si on est une puissance médiatrice, on finira par perdre toute notre influence et notre siège à l'ONU. Il faut être une puissance offensive si on veut garder notre rang, notre influence. Et donc pour ça, il faut soutenir ses alliés. Hein, il faut soutenir ses alliés, il faut que les alliés aient confiance en nous. Et c'est comme ça qu'ils nous resteront fidèles et qu'on pourra toujours projeter notre influence dans le monde. Sinon, on se fera évidemment dépasser par les Russes, les Chinois et même les Américains qui, évidemment, eux, pratiquent cette politique. Donc, cette région kurde, alors ça c'est Damas, je passe sur Damas. Alors, voilà, la région kurde, voilà à quoi elle correspond aujourd'hui, hein, dans le détail. Et comme je vous disais en introduction, c'est l'autre diapo, sa grande faiblesse, c'est la démographie quand même. C'est-à-dire que, alors ça c'est une carte ethnique que j'ai réalisée avec des données avant la guerre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Afrin, ça a été pris par les Turcs en 2018. Il y a eu une épuration ethnique, il n'y a quasiment plus de Kurdes, ils ont tous été chassés. Alep, ils sont aussi en train d'être chassés. Mais vous voyez que le nord-est syrien, c'est toute cette zone. Or, les Kurdes, ils ne sont majoritaires que dans quelques poches, du côté de Kobane, Kamishli, Derik, ici. Mais au sud de Hasakeh, enfin dans toute cette zone, dans la vallée de l'Euphrate, c'est des zones arabes. On a 1/3 de Kurdes, on a 2/3 d'Arabes. Et les Arabes ne supportent pas l'inversion de pouvoir au profit des Kurdes. Ils sont extrêmement racistes à l'égard des Kurdes, ils ont toujours considéré les Kurdes comme des sous-hommes, hein, il faut le dire, tout simplement. Et aujourd'hui, voir un parti kurde diriger la région, eh bien, ça ne leur plaît pas du tout. Hein. Donc, ils n'attendent, là aussi, qu'une occasion pour relever la tête et affronter les Kurdes. Alors, jusqu'à présent, vu que les Kurdes étaient soutenus par les Américains, et que les Arabes n'ont quand même pas trop envie de voir revenir le régime syrien dans la région, ils s'accommodent de la domination kurde. Mais maintenant qu'on a un groupe Hayat Tahrir al-Sham sunnite arabe qui est en train de prendre le pouvoir en Syrie, eh bien, je pense que dans la région kurde, on risque d'avoir quelques soucis parce que toute cette zone peut potentiellement se révolter contre les Kurdes. On est dans une région musulmane, très traditionnelle.
à Raqqa, c'était la capitale de Daesh, mais je veux dire, Daesh n'a pas imposé la charia à Raqqa. Les gens, ils vivaient déjà selon la charia. C'est pas un hasard si Daesh s'est installé à Raqqa, c'est parce qu'il y avait un terreau qui était favorable. Je suis allé il y a 2 ans dans cette région au sud de Deir ez-Zor. Je faisais des enquêtes pour une ONG. Je suis allé dans une municipalité qui s'appelle Chouel pour rencontrer le maire et son conseil municipal. Quand je suis arrivé dans la salle, j'avais l'impression d'être en face de l'amicale locale de Daesh. On n'est pas resté longtemps, mon chauffeur kurde était mort de peur. Et c'est vrai qu'on est vite remonté vers Hasakeh parce que on sentait bien que c'était quand même hostile. Donc, là aussi, on peut avoir des problèmes, surtout que cette région, pour l'atteindre, c'est quand même extrêmement compliqué. Il faut passer par l'Irak, traverser le Tigre sur un pont de barge, c'est le seul lien avec l'extérieur qui existe. Voilà un petit peu comment on s'y rend. Ça peut être coupé côté irakien parce qu'il y a toujours des problèmes entre le PDK de Barzani et le PYD qui contrôle la région syrienne kurde, qui est en fait un avatar du PKK. Entre le PKK et le PDK de Barzani, évidemment, c'est la guerre. Et c'est véritablement le PKK qui est de l'autre côté. Parce que quand vous arrivez au poste de douane kurde syrien, voilà ce qui vous accueille. Donc si vous avez des illusions sur le lien entre le Rojava et le PKK, là, vous les perdez tout de suite. Et j'étais à Hasakeh donc la semaine dernière, jeudi dernier, c'était l'anniversaire du PKK et c'était fêté en grande pompe à Hasakeh avec chants, discours, dabkeh et les Peshmerga qui arboraient fièrement le portrait de Tchalan. Bon. Donc là aussi ça pose un petit souci parce que le PKK c'est quand même un groupe qui est officiellement terroriste aux États-Unis et en Europe. Donc, mais ils sont efficaces contre évidemment les djihadistes. Et à un moment donné, Obama n'a pas eu le choix que de les soutenir, ce qui a fâché la Turquie. Un dernier mot sur la situation générale de la Syrie, la situation humanitaire de la Syrie, parce qu'il faut conclure. Et c'est quand même un point extrêmement important. Comme vous le voyez sur ce graphique, la Syrie est juste derrière l'Afghanistan en termes d'insécurité alimentaire. Vous avez 2 tiers de la population qui sont en insécurité alimentaire. C'est 51% de plus qu'en 2019. C'est-à-dire que en 2020, vous avez des combats une réduction de la violence. On rentre dans une phase de conflit gelé. Et l'insécurité alimentaire, la misère augmente en Syrie. Alors qu'on pourrait se dire, finalement, puisqu'il n'y a plus de combat, reconstruction, donc ça devrait soulager la misère des gens. Pas du tout. Parce que finalement, le conflit gelé, c'est le pire pour la population. Parce que vous n'osez pas reconstruire, parce que vous attendez à ce que la guerre reprenne, donc la crise économique s'installe, se prolonge. Et puis, comme il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'argent qui arrive pour soutenir les milices. Parce que tant qu'il y avait la guerre, vous aviez l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Occident qui mettaient des milliards sur la table pour financer les différentes milices. L'armée nationale syrienne qui occupe le nord de la Syrie, ils étaient financés par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, par la Turquie. Là, ils ne sont plus financés, alors ils se payent sur la bête. Mais tout ça faisait tourner l'économie finalement. À partir du moment où le conflit est gelé, qu'il n'y a plus de combat, il y a beaucoup moins d'argent qui arrive, il y a aussi moins d'aide humanitaire qui arrive, et vous avez donc une explosion de la pauvreté. Là, j'étais donc il y a 2 ans donc dans cette zone de Deir ez-Zor là où je faisais des enquêtes, et c'était la personne qui m'avait emmené chez ce monsieur, et il m'a dit écoute, ils vont vouloir t'inviter à manger, mais refuse parce qu'ils n'ont vraiment rien à manger. Et ouais, bon, ça fait depuis les années 90 que je fréquente la Syrie. Je veux dire, quand vous êtes en Syrie, vous allez voir les gens, on vous retient à manger, et vous ne pouvez pas refuser. Ça serait une humiliation que de dire non, je peux pas rester pour manger. Vous êtes obligé de rester. Puis c'est vrai, quand on fait des enquêtes, c'est au tour d'un repas qu'on a les meilleures informations, donc je restais volontiers. Là, non, on vous invite, mais il ne faut pas accepter, parce qu'ils n'ont vraiment rien.
Et, alors, ils se sacrifieront pour vous offrir du poulet, du bourgoule, des choses comme ça, mais après, ils vont jeûner pendant le reste du mois. C'est pour vous dire la misère dans laquelle la population syrienne se trouve. Voilà, cette maison, ils vivent sur le jardin. Le monsieur, il a 2 femmes et 10 enfants. C'est absolument épouvantable. Les filles se sont mariées à 14 ans. Avant, les filles, elles étaient mariées minimum 18 ans. Maintenant, on revient à des mariages précoces parce qu'il n'y a plus d'école pour les filles, plus d'école pour les garçons, mais les filles sont les premières sacrifiées. En période de guerre, on a peur que la fille soit enlevée, violée, perde son honneur, donc on la marie tout de suite. Et en Syrie, il faut avoir des enfants tout de suite. Donc moi j'ai vu des femmes à 20 ans, elles avaient déjà 3 enfants. Et elles allaient encore en avoir pendant toute leur vie de femmes. Enfin, c'est absolument épouvantable ce qui se passe. Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de gaz, donc on se chauffe avec des excréments d'animaux. Ça en Syrie, avant la guerre, je ne l'ai jamais vu. Il y avait du gaz, il y avait de l'électricité. On est revenu en Syrie, 60 ans en arrière. Il y a 50 ans de développement qui sont partis en fumée. Et donc une population qui est exsangue, des générations entières qui sont analphabètes, qui n'ont connu que la violence, que ce soit en Syrie ou aux réfugiés dans les pays voisins. Bref, ce sont des bombes à retardement. On est face à une bombe à retardement qui va exploser au Liban, qui va exploser un peu partout, générant du terrorisme, évidemment, parce que la reconstruction ne se fait pas. Là, c'est Raqqa. À part ça, là, c'est le carrefour des têtes coupées, là où Daesh décapitait. Voilà la ville de Raqqa aujourd'hui. C'est une misère effroyable. Vous avez de l'électricité produite par quelques générateurs, on se ravitaille en eau par camion-citerne, il y a des tas de gravats, les gens sont partis, il n'y a pas d'investissement pour reconstruire, très, très peu. Et les gens, ils vous le disent, mais vous êtes arrivés ici, vous avez détruit la ville pour éradiquer Daesh, et ensuite vous nous laissez dans les ruines. Alors que vous êtes venus ici parce que Daesh avait fait des attentats en Europe, c'est pour ça que vous êtes intéressés à nous, sinon vous nous auriez laissé sous la coupe de Daesh. Enfin, c'est leur perception des choses. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est leur perception des choses. Et donc, ils nous en veulent énormément de les laisser dans cette misère, dans cette ruine. Et puis, après, vous avez toutes les théories complotistes. Oui, en fait, vous avez détruit la Syrie pour favoriser Israël. Et quand vous voyez les femmes à Raqqa, vous voyez que l'émancipation, elle a du mal. Très très peu de femmes à Raqqa ont quitté le niqab. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur du retour de Daesh. Soit elles ont toujours l'esprit Daesh, soit elles ont peur du retour de Daesh. Et même si elles enlèvent le voile, elles peuvent aussi avoir des soucis parce que Daesh est toujours présent dans cette ville à travers des cellules dormantes qui font toujours régner la terreur. Donc si le Hayat Tahrir al-Sham s'empare de Raqqa, où Daesh revient, le terreau est favorable. Et puis vous avez tous ces camps de déplacés, mais il faut aller sur le terrain, il faut voir à quoi ça ressemble. Ça c'est le camp de Sahel el-Banat, un camp de déplacés qui se trouve à l'est de Raqqa, qui assure la décharge municipale de Raqqa. Vous avez 40 000 personnes qui vivent dans des conditions absolument épouvantables. Des gamins qui jouent dans les ordures, qui vivent sur les ordures, ils vont pas à l'école, et en plus vous avez des djihadistes qui se planquent dans ce camp parce que c'est des populations mouvantes, on ne sait pas d'où ils viennent, les autorités kurdes n'ont pas les moyens de vérifier. Ils gagnent un peu d'argent en triant les ordures. Enfin, là je crois qu'on touche le fond de l'âme humaine, le fond de l'humanité, c'est absolument épouvantable. Donc voilà un peu la situation dans laquelle se trouve la Syrie aujourd'hui, et qui vous explique cette offensive fulgurante de gens qui n'ont rien à perdre, parce que sinon c'est ça leur vie. Même si le régime arrive à se maintenir à Homs ou à Damas, ça ne simplifiera pas ça ne résoudra pas le problème.
Voilà, un père en France, il apprend à son bébé à conduire une voiture. Là, il apprend à manier la douchka dès 1 an. Voilà ce que vous pouvez... Enfin, c'est assez triste de constater ça. Donc, qu'est-ce que va devenir la Syrie? Que ça soit les djihadistes qui prennent le pouvoir à Damas ou le régime qui reste en partie sur la Syrie, vu la fragmentation communautaire, je pense qu'on va revenir à ça, hein, quelque part. Si vous voulez, une fragmentation du pays comme on a pu la connaître à l'époque du mandat français. Parce que le repli tribal et communautaire va, à mon avis, provoquer une explosion du pays. Les différentes communautés, celles en tout cas qui disposent d'une masse critique, vont se constituer en réduits défensifs dans leur territoire. Donc les Alaouites, les Druzes par exemple. Pour les chrétiens, en revanche, dans la région alaouite, ils peuvent se maintenir. Mais sinon, dans le reste du pays, ça sera la poursuite de l'exode, ça c'est clair. Et puis, toute la question, c'est de voir l'expansion ensuite du conflit au Liban et à l'Irak, qui risque de connaître le même sort. Ça signifie évidemment que l'épuration ethnique et les déplacements de population vont plonger cette région dans le chaos pour des décennies. Et que l'Union européenne et la France doivent se préparer, évidemment, à de nouveaux flux migratoires et à des attaques terroristes, parce qu'une telle zone grise à notre porte, évidemment, constituera le refuge de djihadistes internationalistes, comme l'a été l'Afghanistan ou la Syrie à l'époque de Daesh. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là. Si vous vous sentez prêt, monsieur le professeur Balanche, nous pouvons passer aux échanges avec la salle. Oui. Nous pouvons. Général. Oui, cher professeur, vous n'avez pas trop parlé d'Israël. J'ai entendu récemment que les Israéliens s'interrogeaient beaucoup sur le changement possible de régime à Damas et semblaient craindre de changer d'ennemi. Et ils disaient qu'il vaut mieux connaître son ennemi qu'en avoir un autre qu'on connaît mal. Et donc, quelle est, à votre avis, l'attitude profonde d'Israël? Et est-ce que Israël voit d'un si bon œil l'affaiblissement, voire la disparition du régime Assad? Alors, Israël, j'explique bien dans le livre, le dernier chapitre qui est considéré Israël, l'Institut d'Israël, il y a toujours eu 2 options en Israël. Le diable qu'on connaît, hein, et puis se risquer vers l'inconnu. Bon. Donc, au début de la guerre civile syrienne, jusque vers 2021, c'était l'option vaut mieux conserver le diable qu'on connaît, un régime alaouite, fragile, qui n'a pas une légitimité populaire forte, donc qui ne nous embêtera pas sur le Golan, qui ne revendiquera pas le Golan, de façon sérieuse, parce qu'il le revendique, mais il n'aura pas la légitimité pour pouvoir le faire. Et puis, bon, voilà, Assad, il est prévisible, on le connaît, ok. Et d'accord, mais à partir du moment où la Syrie est devenue une protectorat russo-iranien et de plus en plus iranien, alors que quand les Russes ont été occupés en Ukraine, et surtout que les Russes n'ont pas eu les moyens de contrôler le terrain comme les Iraniens. Et donc les Israéliens ont vu les Iraniens commencer à déployer leurs infrastructures en Syrie, alimenter le Hezbollah en armes de façon massive. Et là, les frappes à partir de 2021 ont commencé à s'intensifier. Et c'était même pas Netanyahou qui était au pouvoir à l'époque, c'était Naftali Bennett. Donc que ce soit le Likoud ou que ce soit l'opposition, il y a eu une prise de conscience que la Syrie d'Assad devenait une menace. Donc à partir de là, la doctrine a commencé à changer à l'égard de la Syrie. Et le 7 octobre, alors là, ça a été vraiment le shift, hein, le changement. Donc d'abord éliminer le Hamas à Gaza, ensuite se tourner contre le Hezbollah, et puis après éloigner l'Iran, donc couper l'axe iranien
Et ils ont menacé directement Bachar de l'éliminer, se disant que si on élimine Bachar et son frère, Maher, on déstabilise le régime syrien qui est un régime familial. On aura un conflit entre les généraux alaouites, entre les alaouites et les sunnites, l'affaiblissement du régime et les oppositions qui redressent la tête. Et bon, finalement, ils n'ont pas eu besoin de l'éliminer physiquement. Il a suffi de mettre à plat l'infrastructure iranienne en Syrie pour que la révolte se propage. Et là, je pense que, comme je l'avais dit dans le fil de la conférence, que les Israéliens aujourd'hui préfèrent des djihadistes à Damas, parce qu'ils n'auront que des roquettes et des kalachnikovs plutôt que l'Iran. Après, en Israël, il y a toujours débat. Mais il me semble que c'est l'option Faucon qui a pris le dessus aujourd'hui, du fait du 7 octobre. Après, il ne faut pas se fier forcément au discours de Netanyahou qui regrette le fait que les djihadistes s'approchent de Damas. Hein, ça ne représente pas forcément ce qu'il a dans la tête. On a vu sur les cartes le remplaçant éventuel de Bachar el-Assad, c'est les islamistes. Où sont parties les forces démocratiques, civiles, syriennes et autres? On sait très bien qu'en France, par exemple, ils avaient déjà, je sais pas, à l'époque de Fabius, il y avait l'Alliance démocratique syrienne, il y avait, partout en Europe, en fait, il y avait un groupe d'élite syrienne qui voulait prendre le pouvoir. Et on sait aussi en Syrie, il y a pas mal de partis politiques. Enfin, il y a un système, on va dire, un peu assez... enfin, il y a, on va dire, un espace que le régime syrien donne aux partis d'opposition, on va dire, qui existent en Syrie. Toutes ces forces-là, sur le terrain, où sont et quel est leur impact aujourd'hui, quelle est leur influence? Leur impact est quasiment nul. Au début de la guerre civile syrienne, ils avaient une petite influence. Moi, je me souviens, j'étais à Damas en janvier 2011, il y avait une petite manifestation place Arnous au pied de la statue d'Hafez el-Assad. Il y avait une centaine d'opposants que je connaissais, des laïcs, des modernes, des démocrates, des vrais, quoi. C'était une centaine. Mais eux, ils n'ont jamais réussi à entraîner les foules. La contestation, elle est venue des banlieues de Damas, elle est venue des campagnes déshéritées. Voilà, une révolte islamico-sociale. Et tous ces braves démocrates, ils ont été emportés par la vague. Voilà, comme tu le dis, ils sont en France, ils sont en Europe. Et on a vu durant la guerre civile syrienne, d'ailleurs, cette opposition, ce clivage entre l'opposition politique et l'opposition militaire. Une opposition politique constituée de gens de la classe moyenne, de la bourgeoisie syrienne intellectuelle, assez déconnectés d'ailleurs de la réalité du terrain, mais la rébellion, elle, c'était des gens qui venaient des banlieues, des classes populaires, des tribus, qui n'avaient absolument rien à voir avec les Basma Konmani, avec les Salam Kawakabi et compagnie. C'était des gens qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Et je me souviens à Washington avoir rencontré un ex-dirigeant du Mossad qui me disait « En Syrie, on avait des fiches sur tout le monde, sur tous les opposants au régime d'Assad, où ils avaient fait leurs études, à quelle université, etc. » Et puis, on s'est rendu compte, quand la révolte a commencé, que les leaders, ceux qui maniaient les armes, ils étaient inconnus. On n'avait aucun renseignement sur eux. Parce qu'on ne les connaissait pas, parce qu'ils parlaient qu'arabe, parce qu'ils n'avaient pas fait d'études à l'étranger, ils n'étaient pas dans les programmes Young Leader et compagnie, et voilà, et on les a loupés. Donc aujourd'hui, après 13 ans de guerre, une alternative politique, je dirais, démocratique, ne serait-ce que modérée, elle n'existe plus en Syrie. Elle est à l'étranger. Mais les types qui sont en train de se battre là, qui viennent des camps que je vous ai montrés, ils sont pas prêts de céder le pouvoir à ceux qu'ils appellent Al-Muharada Ramsey Njoun,
l'opposition 5 étoiles, celle qu'on a vue défiler. Ils les appelaient l'opposition Sheraton, parce que chaque fois qu'on les voyait, ils étaient en conférence dans les Sheraton. C'est-à-dire Gazo. Merci. Vous avez évoqué l'axe chiite, donc passant par le Liban. Mais dans les années 90, au début des années 90, et là je reviens à la question du pétrole, les Américains souhaitaient se mettre bien avec l'axe chiite, c'est-à-dire une majorité chiite d'Irak, un Iran qu'ils auraient retourné, et l'Azerbaïdjan chiite turcophone. Ce plan a échoué. Parce que les Américains souhaitaient sortir de la masse des populations, enfin de la zone sunnite pétrolifère, certes, mais avec une population importante et pas tellement contrôlable. Là, aujourd'hui, ils ont fait donc échec sur ce côté axe chiite pétrole, je veux dire, côté américain, j'entends bien, et ils reviennent un peu, plus ou moins, vers l'axe sunnite. Mais qu'en pensez-vous? Parce que là, dans ce cadre-là, la Syrie sort un peu du jeu, au point de vue axe chiite. Alors, dans les années 90, effectivement, l'Azerbaïdjan, alors chiite, l'Azerbaïdjan, à l'époque, on pouvait guère considérer l'Azerbaïdjan, enfin, oui, mais le caractère chiite en Azerbaïdjan à l'époque était quand même assez peu affirmé. Et l'objectif des États-Unis, c'était effectivement de récupérer le corridor Azerbaïdjan-Géorgie pour capter les hydrocarbures d'Asie centrale et les faire sortir sur la mer Noire au lieu qu'ils continuent à converger vers Moscou comme avant. Et Poutine y a mis un terme en 2008 avec son offensive sur la Géorgie en coupant le littoral. Et il a mis encore un terme en 2015 en intervenant en Syrie en disant à Erdogan: tu veux devenir un carrefour énergétique avec Nabucco et compagnie, bah, tu vas devenir un carrefour énergétique russe, pas occidental. Donc ça sera South Stream et ça sera Blue Stream qui viendra de Russie. Et pas question, Nabucco a été abandonné. Voilà, les années 90, l'Occident est dominant. La Russie, dirigée par un alcoolique, elle se rétracte. Effectivement, en Irak, les Américains jouent la carte chiite parce que c'est Saddam qui est au pouvoir, un sunnite. Donc, pour le fragiliser, éventuellement le faire tomber, on appuie les chiites. Et en 2003, quand les Américains interviennent, Halawi, Chalabi, tous ces gens-là, c'est des chiites. Et ils ont fait croire aux Américains que l'Irak est un pays laïque, que la population est laïque. À la limite, s'il y a un facteur de mobilisation, c'est l'arabisme, puisqu'on a vu dans les années 80 la guerre Iran-Irak, arabe contre perse. Enfin, en tout cas, c'était ce que Saddam jouait pour mobiliser les Irakiens chiites et sunnites contre l'Irak. Et les Américains ont cru naïvement qu'ils allaient pouvoir construire en Irak un Irak chiite anti-iranien, c'est-à-dire un concurrent chiite à l'Iran chiite, de manière à introduire cette concurrence. Et ça n'a pas marché, bien sûr, parce que la solidarité chiite était forte. Les vrais opposants, c'était pas Chalabi, qui était aux États-Unis depuis les années 70. C'était Maliki qui était en Iran. C'était tous ces gens-là qui étaient tenus par les Iraniens et qui ont fini par prendre le pouvoir. C'était le parti d'Awa. Enfin, une illusion complète à l'égard de l'Irak et de l'Iran. Donc voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai posé votre question, mais c'est. Ouais. Ah bah alors là, sur Chypre, avec le gazoduc qui vient aujourd'hui le projet de gazoduc de Méditerranée orientale, le problème c'est les Turcs qui veulent étendre leur zone économique exclusive. Ouais. Je pose la question. Oui. Vous avez la parole. Alors, oui, vous avez beaucoup évoqué effectivement le rôle de l'Iran, et on comprend bien pourquoi, mais vous n'avez pas évoqué la fragilité du régime, parce que malgré tout, il y a en Iran actuellement une opposition qui est extrêmement forte,
et le régime ne tient que par des répressions extrêmement violentes. Alors quel est votre sentiment sur la solidité de ce régime et quelles seraient les conséquences s'il venait à trébucher? Bon, alors, on n'en a pas parlé parce que je suis jamais allé en Iran. Je connais pas tellement l'Iran, donc je vais pas vous vous parler de choses que je ne connais pas. La synthèse que je peux faire, d'après des spécialistes comme Bernard Ourcade ou autres, on sait que effectivement, on a l'impression que le régime iranien est fragilisé, qui ressemble de plus en plus finalement à l'Allemagne de l'Est dans les années 80. Toute la question est de savoir si on est en 1980 ou en 1989. Voilà. Si le régime iranien venait à s'écrouler, oui, ça aura des conséquences énormes sur toute la région. Mais attention, l'Iran restera une puissance quand même, hein. Le régime peut tomber, mais les institutions rester. Pas comme la Syrie ou l'Irak, qui ne sont pas des États-nations, qui sont des États-territoires. Et si le régime tombe, alors là, c'est tout l'édifice qui s'écroule et qui part en morceaux. L'Iran restera l'Iran et peut-être redeviendra, je ne sais pas, le gendarme du Golfe, comme à l'époque du Shah. Mais ça, je connais mal l'Iran pour pouvoir en parler davantage. Bon, deux questions. La première, pour l'anecdote, vous avez parlé des Ismaélis. Est-ce que ce sont bien des Ismaélis nizarites ou l'autre branche? La deuxième question, plus stratégique, vous avez très bien évoqué à plusieurs reprises, d'un côté la Turquie, de l'autre côté ce triangle revanchard Russie, Chine, Iran. Sur vos cartes, on voit très bien le soutien apporté par la Turquie à court terme au mouvement djihadiste. Ma question pose sur le long terme. Sur le long terme, que veut la Turquie? Bon, alors sur les Ismaéliens, je ne peux pas répondre à votre question. Je connais assez peu les différences entre les groupes ismaéliens. C'est les septimains, hein. Enfin, ce que je peux dire, c'est le 7e imam. Mais c'est tout. Après, je ne connais pas les autres différences. Qu'est-ce que veut la Turquie? Alors, au niveau local, à minima, la Turquie voulait une bande de protection dans le nord de la Syrie, de 30 km de large, d'Idlib jusqu'à l'Irak, éliminer les Kurdes de cette région, les remplacer par des populations arabes et turkmènes, soit des réfugiés syriens qu'elle a sur son territoire et qu'elle veut expulser, soit des gens de la région d'Idlib qui vivent dans des cloaques et qui seront tout heureux de récupérer les maisons des Kurdes, ce qu'on appelle de l'épuration ethnique, hein. Et à minima faire ce qu'elle a fait à Chypre, une république de Syrie du Nord, sous son contrôle. Là, vu la fulgurance de l'opération djihadiste, je pense que les objectifs, c'est carrément remplacer Assad et prendre le contrôle de la Syrie. Voilà, j'ai pas mis la carte là, mais j'ai fait une carte pour un des livres de Gilles Kepel dans lequel j'expliquais que la Turquie poursuit une politique néo-ottomaniste, voilà, nationalisme plus islamisme, hein, qui n'est pas de reconstituer l'Empire ottoman territorialement, mais de son influence à la fois sur le monde arabe, à la fois sur les Balkans, hein, puisqu'ils investissent beaucoup en Bosnie, en Albanie, à la fois aussi à l'égard des minorités musulmanes qu'on a en Europe occidentale, puisque l'objectif d'Erdogan est de fédérer autour des institutions éducatives ou religieuses turques qu'on a en Europe occidentale, les Tunisiens, les Marocains, etc. On a le cas de l'école turque à Vénissieux, par exemple, qui est un bon cas d'école, un bon exemple dans cette stratégie turque, pour avoir des leviers politiques, parce qu'évidemment, qui dit contrôler ces populations, dit contrôler un réservoir de voix, qu'on va ensuite actionner lors des élections locales et nationales, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et compagnie. Donc vraiment une stratégie d'Erdogan extrêmement ambitieuse, qu'on peut qualifier de néo-ottomane, qui est de redevenir finalement le phare du sunnisme à l'échelle du monde musulman,
de devenir calife, tout simplement. Hein. Hagia Sophia qui est redevenu là. Bon. Et ce qui pose problème évidemment avec les Saoudiens, qui, contrôlant les lieux saints, ne veulent pas se retrouver privés de ce leadership religieux au sein du monde sunnite, mais on voit bien que Erdogan joue à fond la carte musulmane à travers les frères musulmans, avec l'argent du Qatar. Enfin, c'est vraiment une politique extrêmement ambitieuse qui dépasse la Syrie. Marc Carnet de Saint-Paul. Vous avez envisagé le risque d'une crise migratoire qui viendrait frapper tôt ou tard l'Europe. Et si mes souvenirs sont exacts, la dernière fois qu'un pays d'Europe a voulu intervenir, c'était la France avec la Grande-Bretagne, et c'était à l'époque d'Obama, et ça n'a pas eu lieu. Alors, est-ce que l'Europe a pris conscience de ce risque, et éventuellement, si vous le savez, que fait-elle pour parer à cette éventualité ? Merci. J'espère que l'Europe a pris conscience du risque, mais j'ai des doutes. J'ai de gros doutes. On va avoir une crise migratoire qui peut ressembler à celle qu'on a déjà connue en 2015. Si la Turquie ouvre les vannes, elle peut le faire, un moyen de pression extrêmement facile. La Russie peut aider, parce qu'il faut bien comprendre qu'en déstabilisant cette zone, en laissant déstabiliser cette zone, la Russie actionne contre l'Europe occidentale l'arme migratoire pour nous affaiblir et en profiter pour avancer ses pions en Europe de l'Est ou en Afrique subsaharienne. Je veux dire, la situation politique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, absence de gouvernement, absence de majorité, en Allemagne, montée en puissance de l'AfD, est liée à ces migrations qui, vous savez, entretiennent la crainte dans les populations, propulsent font monter la droite nationale populiste, et on se retrouve en paralysie. Donc tout ça, Poutine le sait très bien, Erdogan le sait très bien, et il profite donc de cette faiblesse. Donc l'Europe, dans le bouquin, je suis très critique à l'égard de l'Europe en expliquant que c'est un nain géopolitique. On se veut puissance humanitaire, mais finalement, même l'humanitaire aboutit au contraire de ce qu'on voudrait. Sur la Syrie, on a dû dépenser plus de 30 milliards de dollars depuis 2011. Quel résultat? On ne pèse absolument rien dans le règlement de la crise syrienne. Absolument rien. Et en plus, je vois le système ONG, regardez l'Afghanistan, pendant 20 ans, on a dépensé des dizaines de milliards sur l'Afghanistan, c'était le paradis des ONG. Et en 48 heures, tout s'est écroulé. C'est pareil en Syrie. Je pourrais vous parler du gaspillage des ONG, il faudrait une conférence là-dessus, c'est absolument incroyable. La perception qu'ont les Syriens aujourd'hui des ONG, c'est qu'elles sont toutes corrompues et qu'elles ne travaillent que dans leur intérêt. Voilà ce que les gens me disent. Et par conséquent, ça contribue à nous faire rejeter par les populations locales. J'ai travaillé pour une ONG, j'aurais fait une étude sécuritaire. Donc j'étais hébergé à Raqqa, dans leur guest house. La guest house, c'était là où étaient les cadres de Daesh. Donc en fait, l'ONG a remplacé les cadres de Daesh. Imaginez le symbole pour la population locale. On était les seuls qui avaient de l'électricité dans le quartier. Ils avaient installé un énorme générateur sur le trottoir qui faisait du bruit, qui dérangeait tout le monde pour que nous, on puisse avoir de l'électricité. Enfin, c'est pas possible, quoi. Il faut absolument qu'on remette... On croit qu'on se fait bien... qu'on a de l'influence, on croit qu'on a des résultats, etc. Mais en fait, on a un système ONG qui tourne sur lui-même, complètement artificiel, qui engloutit des milliards, qui sert finalement d'exutoire pour toute une jeunesse issue de l'université, gavée de wokisme et de bien-pensance. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on voit l'essentiel du public qui va faire des missions humanitaires. Mais ça ne pèse absolument rien. C'est pas une puissance humanitaire qu'on doit être, c'est une puissance militaire. Donc l'Europe,
je suis très sceptique. Hein. Ouais. Le général Lang, s'il vous plaît. Merci. Oui, je voudrais revenir sur un élément du passé, mais qui nous éclairera peut-être sur la situation actuelle. Beaucoup font remonter la perte d'influence de l'Occident à la reculade d'Obama et sa fameuse ligne rouge sur les armes chimiques. Qu'en pensez-vous? Et sans vouloir vous livrer à une uchronie, je sais que les universitaires n'aiment pas ça, mais que se serait-il passé si Bamako avait réagi comme il le fallait? Alors, donc, août 2013, attaque chimique sur la Ghouta, plusieurs centaines de morts, voire 1 millier de morts, on ne saura jamais exactement le nombre. Et à partir de là, la question se pose de l'intervention militaire occidentale, puisque Obama ou Fabius avait dit si Assad utilise des armes chimiques, la réponse sera immédiate et foudroyante. Bon. Là-dessus, Obama a finalement fini par reculer pour deux choses. Les Russes qui lui disent attention, on n'acceptera pas cette intervention. Donc si vous voulez intervenir, nous, on va protéger le régime, on va descendre vos missiles, on va descendre vos avions. Est-ce qu'ils avaient les moyens de le faire? D'après des amis militaires, oui, techniquement, ils avaient le moyen de... Est-ce qu'ils avaient la volonté de le faire? Ça, c'est autre chose, parce que, évidemment, la riposte aurait pu être, disproportionnée. Ensuite, Obama était en train de négocier avec l'Iran sur le nucléaire iranien, le JCPOA. Donc, frapper la Syrie, ça allait sans doute rendre caduque toute discussion sur le nucléaire iranien. Or, pour Obama, la priorité, c'était neutraliser le nucléaire iranien. Donc, ce sont ces deux choses qui l'ont fait reculer. Après, il a passé le bébé au Congrès qui, évidemment, a dit non. Les Anglais avaient dit non. Et puis, nous, on s'est retrouvés seuls. Et à partir de là, c'était une grande victoire, évidemment, pour les Russes, puisqu'ils avaient réussi à sauver le régime. Et le régime, petit à petit, a repris du terrain. On pensait à l'époque, et ça c'était en France notamment, qu'une guerre d'attrition contre le régime, une guerre de basse intensité, allait suffire à faire fondre l'armée syrienne et à un moment donné, elle allait tomber. Moi j'avais expliqué que la Syrie n'était pas isolée, que les Russes et les Iraniens allaient intervenir parce que c'était trop important pour eux. Surtout vu la faiblesse d'Obama en face, un peu comme Biden, pas très va-t-en-guerre. Si on était intervenu militairement, alors, déjà sous quelle forme? Des frappes cosmétiques ou de véritables frappes destinées à faire tomber Assad? C'était toute la question. Si vraiment on mettait le paquet pour le faire tomber, on aurait déjà eu Al-Nosra ou Daesh à Damas, parce que c'était eux les leaders de la coalition militaire. C'est un risque que, à mon avis, Obama n'a pas voulu prendre, surtout que il venait de se retirer d'Irak, et les Américains étaient quand même fatigués de ces guerres au Moyen-Orient. Si on voulait éviter justement la pandémie djihadiste en Syrie, à ce moment-là, il fallait envoyer des troupes pour occuper le terrain. Et Biden l'a dit en 2016 dans une interview sur PBS. À l'époque, il était vice-président d'Obama. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on déclare la guerre, qu'on le fasse sauter et qu'on envoie 100 000 hommes là-bas pendant 10 ans? C'est ce qu'il venait de faire en Irak, avec le résultat qu'on connaît. Donc, les Américains, après l'Irak, un peu réagi comme Carter après le Vietnam, quoi, laissant les Russes prendre l'Afghanistan, parce qu'ils ne voulaient pas se lancer dans de nouvelles aventures. Donc, alors voilà, si on avait fait tomber Assad, et qu'on voulait empêcher les djihadistes de prendre le pouvoir à Damas, et stabiliser le pays, il fallait envoyer 100 000 hommes pendant 10 ans. C'est peut-être ce qu'il va falloir faire là. Mais qui a envie d'envoyer 100 000 hommes en Syrie, de prendre en charge la reconstruction du pays? Parce que ce que je vous ai montré sur Raqqa, si on s'installe en Syrie et qu'on veut, il va falloir qu'on apporte de l'aide, qu'on redresse le pays, qu'on reconstruise absolument tout. Il y en a pour des centaines de milliards, c'est énorme. Et avec le risque terroriste en plus.
Donc je pense que du côté occidental, personne n'a trop envie quand même de récupérer le bébé. Parce qu'en plus, il n'y a pas de pétrole en Syrie. C'est pas la Libye, c'est pas l'Irak. Hein. Il y a une production de 380 000 barils par jour avant-guerre. C'est un pays qu'il va falloir soutenir à bout de bras. Donc c'est peut-être pour ça que les Russes, d'ailleurs, les Iraniens, hésitent finalement à intervenir, à sauver le soldat Bachar, parce que ça leur coûte la Syrie. Enfin, pour les Iraniens, c'est un boulet quand même, la Syrie. Ce qui les intéresse, l'Iran, c'est l'Irak, parce que là, ça leur rapporte. Mais la Syrie, c'est un boulet. Merci. Voilà. Ah, pardon. Oui. Vous aviez déjà le micro. Monsieur... Après, ce sera... Ah, bah, je peux parler après. Monsieur Volpert. Bon, merci Monsieur le Président. Fabrice, merci beaucoup. J'avais 4 petites questions. La première, c'était sur le pourcentage de chrétiens avant la guerre. J'ai cru entendre 5%. 5%, oui. Et il me semble, enfin moi j'avais entendu que c'était un peu plus, mais bon. Selon Youssef Courbage, qui est à mon avis la source la plus fiable, c'était 5%. Bon, d'accord. La deuxième chose, bon, on en a un peu parlé, c'est les rapports ambigus entre Israël, le régime syrien et les Kurdes, parce que ils ont des intérêts communs et antagonistes en même temps, mais peut-être que c'est pas la peine de revenir dessus, mais... Non, les Israéliens ont intérêt à ce que la Syrie soit divisée, et donc s'ils peuvent appuyer les Kurdes sur ce principe, oui, ils le feront. Ouais. Alors là, je pose mes 2 dernières questions. Oui, donc tu as évoqué une révolte dans le sud de la Syrie. À Daraa, oui. Ouais, et ça, j'ai pas suivi ça, mais... C'est ce matin. D'accord. Non, c'est pas les Druzes, hein, ce sont des sunnites, voilà. Les Druzes se sont barricadés dans leur montagne. D'accord. Ils ont bien fait, peut-être. Oui. Et le dernier point, c'est sur le positionnement de la communauté mourchidite, qui n'est pas très nombreuse. Ils sont 300 000 à peu près, je crois. Oui. Et ils sont dans la région de Homs, entre autres. Alors, comment réagissent-ils, enfin, si on a des informations, et à plus long terme, quel est leur soutien au régime, par exemple, ou leur positionnement, qui peut être neutre également, enfin, si tu as des informations. Alors, les merchedites pour les non-initiés, c'est un sous-groupe au sein des Alaouites qui est apparu dans les années 20. Il y avait un monsieur qui s'appelait Sliman Merched, et qui s'est fait passer pour un prophète. Alors il était un petit peu aidé par les autorités mandataires à l'époque, parce que diviser pour régner c'était intéressant. Il venait d'un village qui s'appelait Jobet Borgal, au nord de Kardaha, et il a réussi à séduire autour de lui, à convertir des Alaouites au merchédisme, qu'il le considérait comme le Dieu vivant, et aujourd'hui qu'il considère toujours son fils comme le fils de Dieu. Enfin bon, voilà. Et il a pas mal prospéré comme tu disais, dans la région de Homs, parce que là on avait des Alaouites qui avaient quitté la montagne, qui travaillaient comme métayers dans les latifundia des grands propriétaires terriens, et qui étaient détribalisés, enfin qui sortaient un peu du contrôle tribal des chers de la montagne alaouite. Autour des Jobet Borgal, et c'est là effectivement qu'il y a eu pas mal de gens qui sont devenus merchédites. Alors les merchédites, c'est intéressant parce que les autres alaouites les considèrent comme des hérétiques. Ils ont été longtemps en opposition avec les alaouites, les autres alaouites, refusant de se marier d'ailleurs entre eux. Je me souviens d'un copain qui voulait se marier, d'une copine qui voulait se marier avec un type de Chine, justement, un village haut lieu du merchédisme, et il a fallu que les parents viennent et expliquent qu'ils n'étaient pas merchédites, qu'ils étaient bien alaouites, voilà, que le cher se porte garant. Bon. Dans les années 70, les merchédites ont été récupérés par Rifat el-Assad, le frère d'Hafez el-Assad. C'était des gens frustres de la montagne, donc de bons combattants, et il les a intégrés dans les forces spéciales, les brigades de défense qu'il avait constituées. Et à partir de là, ils sont restés extrêmement fidèles au régime syrien et à Hafez et ensuite à Bachar. Donc je pense que les merchédites constituent toujours d'ailleurs dans la garde républicaine et dans les unités syriennes des gens solides, et je pense qu'ils vont rester fidèles au régime. J'ai pas d'informations précises là-dessus,
mais si leur chef, c'est-à-dire le fils de Silman Merched, leur dit évidemment posez les armes, ne faites rien, ils obéiront. Parce que quand dans les années 80, il y a eu la bagarre entre Rifat el-Assad et Hafez el-Assad, que Rifat a voulu prendre le pouvoir, les brigades de défense merchedites ont refusé de soutenir Rifat. Parce que le fils de Slimane Merched leur a dit non, le chef c'est Hafez, c'est pas Rifat. Et même si c'était Rifat qui les avait embauchés, qui les avait intégrés dans l'armée, ils n'ont pas bougé. Voilà, c'est de la micro-histoire syrienne, là. Oui, actuellement, il y a une partition de fait. Est-ce qu'il pourrait un jour y avoir une partition de jurés et est-ce que ça pourrait éventuellement être une solution souhaitable à la crise? À mon avis, oui, ça serait une solution souhaitable à la crise. De toute façon, je pense que la Syrie... vous savez, une maison mal construite, vous avez beau faire des réparations... ça prendra toujours l'eau, les murs s'effondreront, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que oui, un redécoupage du pays serait souhaitable pour arriver à construire quelque chose. On prend le cas de l'Irak, par exemple. Vous savez, dans la région kurde irakienne, c'est une success story, quoi. Enfin, c'est sécurité, ça marche, enfin, etc. Vous allez à Bagdad ou à Mossoul, c'est la catastrophe, par contre, hein. Les Kurdes ont réussi à développer dans le nord de l'Irak vraiment un État fonctionnel. Donc, et ça aurait été impossible de le faire dans le cadre irakien. Je pense qu'il faudra en arriver là. Le souci, c'est qu'on n'aime pas redécouper on n'aime pas toucher aux frontières. La communauté internationale n'aime pas toucher aux frontières. On le fait une fois tous les 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute de l'Union soviétique, dans le cadre d'un grand redécoupage. Alors en attendant, on pourrait peut-être s'entendre sur une solution confédérale, les frontières de la Syrie, et puis comment dire en français, des États fantômes, si vous voulez, comme c'est déjà le cas avec le Rojava ou avec l'Émirat islamique d'Idlib, pour avoir une solution de ce type-là. Alors moi j'avais émis dès le début de la crise syrienne, en fait que la Syrie allait revenir dans la situation de l'Empire ottoman avant les Tanzimat, c'est-à-dire un système d'administration indirecte, où on aura une espèce de pacha à Damas, et puis le système du millet, si vous voulez, voilà, quelque chose d'administration indirecte, telle qu'on l'avait connue finalement avant les Tanzimat, avant la tentative de modernisation de l'Empire ottoman, qui n'a finalement jamais abouti, cette tentative de modernisation de l'Empire ottoman. Hein. Ça n'a pas été l'ère Meiji, ça a échoué. Merci. Nous sommes près de la fin. Les Alaouites sont décidés à défendre leur réduit. Oui. Les échos de Karma récemment, ils ont mis des troupes solides. J'imagine, hein, de toute façon, c'est très clair que s'ils se battront pour préserver leur village, leur territoire. Et on l'a bien vu en 2015-2016, quand ils ont repris la région du Djebel Akrad, près de Slanfé, où là les jeunes Alaouites s'étaient engagés dans les milices, et puis ils allaient au combat. Ouais. Y a-t-il des différentiels de croissance démographique selon les communautés et quelles seraient ces conséquences de différentiels dans un contexte peut-être de forte croissance, sans contrôle des naissances et un pays sans grande richesse? Alors vous avez tout à fait raison, il y a un énorme différentiel de fécondité et donc de croissance démographique en fonction des communautés. Et c'est une des raisons de la crise syrienne en 2011. C'est-à-dire que les minorités qui étaient 35% de la population en 1980, les Alaouites étaient 15%, les chrétiens, alors pour le coup, quasiment 10% en 1980. Les chrétiens avaient déjà une faible fécondité, mais les Alaouites, ils avaient une fécondité comparable aux sunnites, 7-8 enfants par femme. Et puis, Hafez el-Assad donc, a
lancé un processus de développement en Syrie, a favorisé les alaouites, ils sont entrés en administration, il a créé des universités, les filles ont été davantage à l'école, etc. Donc les filles vont à l'école, à l'université, elles sortent de là à 23 ans, 24 ans, elles trouvent un boulot de fonctionnaire, elles font 2 enfants. Les sunnites, eux, du côté de Raqqa, d'Deir ez-Zor, non favorisés par le régime, peu d'écoles, peu de possibilités d'intégrer la fonction publique, un conservatisme beaucoup plus fort, parce que chez les alaouites, les femmes ne sont pas voilées, les gens boivent de l'alcool, enfin c'est très libéral, c'est comme les chrétiens. Tandis que chez les sunnites du côté de Raqqa et d'Deir ez-Zor, on fait toujours 8-10 enfants. Donc en l'espace, si vous voulez, d'une génération, les minorités ils sont passés de 35% en 1980, à 2010, ils étaient plus que 20%, et avec une population extrêmement vieillissante. On avait une transition démographique extrêmement rapide chez les minorités, ismaéliens, druzes, alaouites, chrétiens, n'en parlons pas, tandis que chez les sunnites, on restait bloqué. La transition démographique restait bloquée dans la période de forte de croissance. Et donc, le pilier alaouite, où on puise la garde prétorienne, eh bien, il s'est effrité. Et on avait des masses de jeunes sunnites au chômage, privés d'accès à la fonction publique parce que les places étaient réservées aux alaouites, qui ont constitué les gros bataillons de la révolte. Et aujourd'hui, ce que je vous ai montré, les photos dans l'est de la Syrie, avec des filles qui se marient à 14 ans, vous pouvez imaginer le taux de fécondité. Aujourd'hui, en Syrie, il y a 20 millions d'habitants à peu près. Si on ajoute les réfugiés, c'est 28 millions d'habitants. En 2011, la population syrienne était de 21 millions d'habitants. C'est-à-dire que ne serait-ce que la population qui est restée en Syrie, elle est quasiment équivalente à celle de 2011, malgré la guerre et malgré les 8 millions de réfugiés. Vous vous rendez compte du taux de fécondité qu'il y a dans ce pays? C'est un taux de fécondité comparable à celui du Mali. Et qui profite essentiellement aux sunnites, aux arabes sunnites. Parce que les Kurdes même, ils font 2-3 enfants, le taux de fécondité chez les Kurdes est assez faible. Chez les minorités, alors les chrétiens ils sont partis à 80%, de toute façon, donc la pyramide des âges en plus est complètement inversée. Et les alaouites, ils ont perdu 1/3 d'hommes. Et ils ne pratiquent pas tellement la polygamie. Donc vous avez, il manque 1/3 d'hommes, ça veut dire qu'il y a 1/3 des femmes alaouites qui sont célibataires et qui n'auront pas d'enfants. Donc la reconstitution même de la communauté alaouite est handicapée par les pertes liées à la guerre et par aussi la volonté de n'avoir que un ou 2 enfants. Contrairement aux sunnites qui, eux, c'est la croissance galopante. Et j'avais toujours dit que c'était pour le futur, c'était ça le problème d'Assad. C'est sa communauté alaouite qui allait s'effondrer. Merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vois aussi que l'heure approche. Nous pouvons remercier tout particulièrement le professeur Balanche et nous pouvons le faire en levant la séance, en applaudissant si vous le voulez bien. Merci. Bon, j'espère que...